Bonsoir tout le monde. Bon, ici, nous allons essayer un peu de parcourir le programme de formation en échographie gynéco-obstétricale. Oui, parce que c'est vrai, vous avez eu à parcourir ce programme, un fichier PDF. Oui. Mais bon, ici, nous allons un peu essayer de le parcourir un peu ensemble. C'est-à-dire de donner quelques petits suppléments d'informations sur les différents éléments que nous allons aborder tout au cours de cette formation. Bon, déjà, je tiens à signaler que pour cette formation, nous avons des cours théoriques et des cours pratiques. Donc, pour ce qui est des cours théoriques, nous pourrons les faire les cours en présentiel. Nous allons également faire les cours en ligne. Les cours en ligne seront faits en utilisant certaines plateformes qui ne sont pas assez compliquées et nous allons en parler plus tard. Bon, pour ce qui est des cours en présentiel, nous les ferons à la Maïtu, aussi à la Maïtu Biteng. La Maïtu Biteng. Oui. Et les cours pratiques, en fait, nous les ferons également ici à la Maïtu Biteng. Bon, sans plus tarder, nous allons passer un peu à des explications un peu plus détaillées du programme de formation. Bon, au niveau, nous allons commencer par l'introduction. Au niveau de l'introduction, nous allons aborder un certain nombre de points, parmi lesquels, comme premier point, nous avons un bref historique. Au niveau du bref historique, nous allons parler un peu de l'histoire des ultrasons, parce que déjà, c'est les ultrasons que nous utilisons au niveau de l'échographie, c'est les ultrasons qui nous permettent d'avoir une image. Et il faudrait pas qu'on parle d'échographie sans passer par cette bref historique. Ensuite, nous allons passer aux autres utilisations des ultrasons. Parce que il faut signaler que les ultrasons ne sont pas utilisés essentiellement en échographie. On les utilise par exemple au niveau de la cancérologie pour soigner, guérir certains cancers de la prostate, certaines tumeurs cancéreuses de la prostate. Nous allons passer ensuite au niveau des principes de l'échographie. Parce que il faut savoir que les ultrasons, certes, on les utilise dans l'échographie, mais quel est le principe qui nous permet d'utiliser l'échographie? Comment est-ce que l'échographie fonctionne? Comment est-ce que on peut avoir des ultrasons à partir et on peut avoir l'image tant pour moi à partir des ultrasons? Okay. Au niveau du quatrième point, nous allons parler des ultrasons proprement dit. Qu'est-ce qu'on entend par ultrasons? Parce que déjà, il faut savoir que les ultrasons, c'est du son en fait. Du son ultra, c'est-à-dire du son qui est très fin, au point où l'oreille ne peut pas le détecter. Il faudra avoir un équipement adapté pour pouvoir détecter ces ultrasons-là. Nous allons passer ensuite à la génération des ultrasons. Comment est-ce que les ultrasons sont générés? Et par quel procédé nous obtenons ces ultrasons-là qui nous permettent d'avoir notre image échographique. Ensuite, nous allons parler de l'interaction des ultrasons avec le tissu biologique. Parce qu'il faut savoir que ces ultrasons-là, il faudrait bien évidemment qu'ils interagissent avec le tissu biologique afin qu'on puisse avoir une image échographique que l'on pourra interpréter. Déjà, il faudra noter que au niveau de ces interactions-là, nous avons des interactions qui sont bénéfiques et des interactions qui sont maléfiques. Au septième point, nous allons parler des sondes échographiques. Parce que les ultrasons, certes, on les utilise. Maintenant, à partir de quel élément on peut avoir une image? C'est-à-dire, c'est la sonde échographique qui est l'élément qui nous permet d'avoir notre image échographique. Parce que la sonde échographique, c'est cet élément-là qu'on met en contact avec la patiente, avec le corps de la patiente, afin d'avoir une image échographique. Nous allons voir ici les différentes sondes échographiques, de quoi est-ce qu'elles sont composées et comment est-ce que l'on les utilise.
Au niveau du huitième point, nous allons parler des caractéristiques des sons d'échographie. Parce il faut signaler que les sons d'échographie, il y en a plusieurs. Au départ, on avait des sons de monofréquence, par exemple. Maintenant, nous avons des sons de multifréquence. Nous allons parler des différents types de sons, tel type d'examen. Nous allons utiliser tel type de son, tel autre examen. Nous allons utiliser tel autre type de son. Nous allons voir un peu ces différentes caractéristiques des sons-là. Qu'est-ce qui fait les différentes particularités? Pourquoi tel son est différent de tel autre son? Au neuvième point, nous allons parler des types de balayage. Et ces différents types de balayage, on les rencontre au niveau des sons échographiques. Parce que les sons échographiques n'utilisent pas tous le même type de balayage. Au niveau du dixième point, nous allons voir les différents modes échographiques. Ça veut dire les modes d'acquisition d'images au niveau de l'échographie. Parce que nous avons par exemple l'échographie 2B, qui est l'échographie la plus courante utilisée pour, par exemple, faire des échographies des fœtus, des échographies abdominales et autres. Nous allons voir le mode Doppler, nous allons parler du mode 3D, ces différents modes d'acquisition échographique. Au 11e point, nous allons parler des différentes caractéristiques des ondes ultrasonores. Quelles sont les caractéristiques qu'ont fait les ultrasons? Et enfin, ici, au 12e point de l'introduction, nous allons parler des propriétés des ultrasons. Bon, au prochain grand titre, nous allons parler des relations patient-opérateur. Relation patient-opérateur, ici, il est question de discuter de la relation que le patient doit entretenir avec son opérateur. Parce que l'opérateur, c'est l'échographiste. Et il est important d'avoir une très bonne prise en charge de son patient, comment communiquer avec son patient, comment prendre en charge son patient. Parce que il faut noter que le patient est un élément important dans la réalisation d'un examen échographique parce qu'il y a certains examens échographiques qui nécessitent la collaboration du patient. Par exemple, lorsque vous êtes appelé à demander au patient d'inspirer et de bloquer ses respirations, vous êtes appelé à avoir une bonne relation avec le patient. Il faudra à ce niveau que la communication passe très bien, sinon le patient ne pourra pas coopérer et on ne pourra pas avoir des images, des bonnes images échographiques. Nous allons ensuite voir la relation traitant-opérateur. Quelle est la relation que l'opérateur, c'est-à-dire l'échographiste, doit avoir avec le traitant qui est ici appelé le prescripteur, c'est-à-dire le clinicien qui suit le malade, qui envoie le malade faire une échographie. Bon, vous avez une communication que vous allez mettre en place avec ce clinicien. Déjà, cette communication qui passe d'abord à travers le bulletin d'examen, parce que généralement, c'est l'opérateur c'est-à-dire l'opérateur qui amène, qui achemine le bulletin d'examen vers le clinicien et ensuite le clinicien remplit ce bulletin d'examen qui remonte vers l'opérateur et par la suite l'opérateur envoie un compte rendu échographique vers le clinicien. Alors il y a comment est-ce qu'il faut opérer et peut être amené à appeler le clinicien pour pouvoir pour un supplément d'informations, pour lui faire un petit compte rendu de l'échographie du patient. Nous allons voir ensuite les effets biologiques des ultrasons. Il faut noter que les ultrasons, certes, ne sont pas nocifs pour l'organisme, mais il y a tout de même des précautions, une conduite à tenir particulière qui a été mise en place pour réaliser certains examens échographiques tels que le Doppler, parce que déjà le Doppler utilise une énergie un peu plus élevée. Et raison pour laquelle, le deuxième point, nous allons parler du principe ALARA, qui est appliqué au niveau de l'échographie. Et le troisième point, nous allons parler de différentes remarques. Nous allons passer ensuite au niveau des images échographiques. Les images échographiques, comment est-ce que l'on procède? Comment est-ce que l'appareil procède pour nous fournir ces différentes images échographiques? Nous allons parler du pré- et du post-traitement de l'image. Nous allons parler du traitement du signal échographique, et du redressement du filtrage, de l'amplification, du traitement de gris et autres traitements. Bref, ici, il est question
d'expliquer un peu les différents procédés techniques qui se déroulent au niveau de l'appareil pour que l'on puisse avoir une image échographique interprétable, c'est-à-dire également des réglages que l'on pourrait apporter pour pouvoir avoir une image de meilleure qualité. Nous allons passer à la sémiologie échographique et artefacts. Au niveau de la sémiologie échographique, nous allons parler des différents aspects échographiques des tissus biologiques, comment est-ce que le muscle se présente, comment est-ce que le tissu se présente, comment est-ce que les liquides se présentent en échographie, comment est-ce que les os se présentent, etc. Nous allons parler au niveau du deuxième point des artefacts échographiques. Bon, déjà, les artefacts, faut signaler que ce sont des éléments qui peuvent ajouter des éléments au niveau qui peuvent avoir des images d'ajout, c'est l'image qu'on devrait avoir, ou des images de soustraction. C'est ce qu'on appelle artefacts. Ça veut dire ces artefacts-là qui peuvent faire apparaître des structures, des images où en fait il n'y a rien du tout, ou bien faire disparaître des structures où l'on devrait plutôt retrouver une structure. Bon, ces artefacts-là, il faudrait signaler que déjà, vous avez des artefacts qui sont bénéfiques en échographie, c'est-à-dire des artefacts qui nous permettent d'interpréter l'image échographique qu'on a en face de nous, comme par exemple des cônes d'ombre postérieurs, qui nous permet déjà de dire que oui, en face de nous, nous avons des tissus osseux, nous avons des calculs, etc. Et entre autres, je pourrais citer par exemple, des rapprochements postérieurs qu'on retrouve en arrière des structures purement liquides. Et comme par exemple des artefacts qui sont nocifs, qui altèrent la qualité de l'image, nous avons par exemple des artefacts en queue de comète qui vont plutôt venir altérer la qualité d'image. Bon, au troisième point, nous allons parler de la cause des artefacts, quels sont les éléments qui sont à l'origine de ces artefacts. Nous continuons donc. Nous tombons ensuite au niveau des Dopplers. Doppler maintenant, au niveau des Dopplers, nous allons parler au niveau du premier point, l'effet Doppler. Nous allons nous allons décrire en quelque sorte qu'est-ce qu'on attend par effet Doppler. Ce fameux effet Doppler là, qui pour beaucoup paraît un peu obscur, oui, nous allons les définir parce que déjà il faut signaler que le Doppler est une technique d'échographie qui permet d'étudier les structures en mouvement. C'est une modalité en mode échographique, autant pour moi, qui permet d'étudier les structures en mouvement comme le sang dans les vaisseaux, comme le cœur par exemple. Parce qu'au mode 2B, on peut étudier les structures fixes comme par exemple l'utérus et le foie. Oui. Nous allons passer au deuxième point, nous allons parler du Doppler couleur. Au niveau du Doppler couleur, comme son nom l'indique, nous allons parler un peu qu'est-ce qu'on entend par Doppler couleur et c'est un peu ça. Au troisième point, nous allons parler de l'utilisation clinique du Doppler. Dans quelle mesure nous sommes appelés à utiliser un Doppler pour une échographie. Au quatrième point, nous allons parler du Doppler pulsé. Au cinquième point, nous allons parler du Doppler continu. Au sixième point, nous allons parler de l'analyse du signal Doppler. Comment est-ce que ce signal est analysé et interprété? Voilà un peu les différents points que nous allons aborder au niveau du Doppler. Au prochain grand titre, nous allons parler de l'hygiène à l'échographie. Nous savons que, comme dans tout service de santé hospitalier, il y a les infections nosocomiales qui sont à éviter à tout prix. Nous allons parler de nos cibles au premier point. Quelles sont les cibles au niveau de l'hygiène dans un service d'échographie? Au deuxième point, nous allons parler du matériel. Quel est le matériel que nous pourrons utiliser pour pouvoir maintenir cette hygiène-là? Et au troisième point, quels sont les éléments auxquels il faut faire très attention, certaines remarques. Au prochain grand titre, nous allons parler de la sepsie et l'antisepsie des sondes. Les règles simples et applicables en pratique quotidienne, comment est-ce que l'on fait la sepsie, comment est-ce qu'on protège ces sondes et comment est-ce que l'on doit les nettoyer pour éviter les infections nosocomiales.
Le deuxième point, le retrait d'une gaine de protection, comment est-ce qu'on la retire. Et le troisième point, la méthode de désinfection de notre matériel, de notre sonde. Au prochain grand team, nous allons parler des consommables en échographie et ensuite des entretiens et la maintenance préventive. C'est-à-dire, au niveau de ce grand titre, on va parler de l'entretien de l'échographe, quelles sont les mesures à mettre en place pour pouvoir bien entretenir son appareil. Là, c'est de la maintenance préventive en quelque sorte. Nous allons parler du nettoyage de l'échographe, quelle est la manière, comment est-ce que devons-nous procéder pour pouvoir nettoyer notre échographe. Et au troisième point, nous allons parler de l'entretien du panneau de commande. Et au quatrième point, attention et les différents remarques. Prochain grand titre, on va parler du matériel, d'équipement, des services échographiques, parce que vous pouvez être appelé à prendre en charge un service échographique. C'est vous qui serez appelé à demander le matériel que vous allez utiliser, l'équipement, etc. De quoi vous avez besoin pour que votre service échographique puisse bien tourner. Nous allons voir ensuite l'organisation spatiale d'un service échographique, comment est-ce qu'il est organisé, comment est-ce que l'on doit disposer son appareil, comment est-ce qu'il doit disposer la table échographique, la table d'examen. Par exemple, le droitier va mettre sa table d'examen à sa droite et le gaucher sa table d'examen à sa gauche. Nous allons passer ensuite aux conditions techniques, couplage son de patient, comment est-ce que l'on doit procéder afin que le couplage soit meilleur, afin que nous ayons des images de bonne qualité. Au niveau du quatrième point, nous allons parler des réglages échographiques. Quels sont les différents éléments que l'on doit être appelé à régler? Parce qu'il faut noter que généralement, nous avons des échographes n'ont pas tous un même pupitre, c'est-à-dire un clavier identique. C'est-à-dire quels sont les éléments de base qu'il faudra que l'on maîtrise. Donc voilà, pour faire mon examen, je dois être appelé à régler le gain, la focale, etc., etc. Ensuite, voilà, nous avons le gain, la focale, la focalisation, la fréquence, le réglage de la fréquence, les mouvements qu'on doit effectuer avec la main lorsqu'on fait une